Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude le lundi avec les libres penseurs du groupe Fred Zeller. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est parti, on vous écoute. Aujourd'hui c'est Jean-Jacques là, qui va vous faire une petite communication sur les Lumières. On poursuit donc notre cycle « La laïcité, une valeur universelle » qui cherche à vous montrer comment des personnages au cours des siècles ont jalonné la pensée humaine pour apporter toute une série d'éléments qui vont déboucher dans une période plus récente sur cette notion de laïcité. Donc Jean-Jacques, je te donne la parole. Merci Jean-Louis. Donc je vais aborder la période intermédiaire donc entre Renaissance et Révolution au pluriel du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais tout d'abord, je voudrais saluer la mémoire de Avijit Roy, cet Américain d'origine bengali qui vivait à Dhaka, au Bangladesh. Athée, libre penseur et pacifiste, il a été assassiné jeudi dernier alors qu'il revenait d'un salon du livre en pousse-pousse avec son épouse à Dhaka. 2 assaillants ont surgi, machette à la main. Sa femme a tenté de s'interposer. Elle a été grièvement blessée. Lui, il a succombé lors de son transfert à l'hôpital. Déjà en 2013, un blogueur athée, dans le même pays, le Bangladesh, Rajib Haider, avait été tué dans des conditions semblables. Et déjà en 2004, un écrivain, Humayun Azad, avait été assassiné au retour d'un salon du livre aussi. Le Bangladesh est théoriquement un pays laïque, mais la tolérance y est à géométrie variable et l'athéisme est très mal vu. Pour en revenir à notre propos de ce jour, donc la période entre la Renaissance qui a vu revenir en Europe de l'Ouest un intérêt pour l'Antiquité grecque et latine et ses philosophes, mais aussi ses arts, et la fin du XVIIIe siècle marquée par des révolutions sociales mais aussi économiques, cette période que l'on nommera les Lumières, cette période, dis-je, va connaître une profusion de penseurs que l'on appellera les philosophes des Lumières. Ces philosophes, penseurs, savants, écrivains se heurteront encore aux 2 piliers de la société, le pouvoir monarchique et son soutien, l'Église chrétienne, que ce soit le Vatican, mais aussi le clergé protestant réformé, ou même l'Église orthodoxe pour l'Est de l'Europe slave. Étienne de la Boétie, que tout le monde connaît en Périgord, ne publiera pas son « De la servitude volontaire ou contrainte ». C'est plus tard qu'on le verra surgir. Mais le ver, à l'époque, le ver est dans le fruit, même si les idées qu'il apporte restent dans une sphère très limitée. À partir de là va naître la notion de contrat social. Et puis de Spinoza à Descartes, même si la vision de l'univers est centrée sur l'idée que Dieu et la nature ne font qu'un, c'est la démarche empirique, l'essence et l'expérience qui permettent l'acquisition des connaissances au détriment de la raison pure, comme chez Thomas Hobbes ou David Hume. C'est aussi Newton qui utilise des faits observés empiriquement, comme la dynamique des planètes de Johannes Kepler ou l'optique, pour construire une théorie sous-jacente expliquant ces faits a priori, la théorie de la gravitation universelle. Plus tard, Buffon, qui rejette l'attitude qui attribue à l'intervention divine, surnaturelle, ce que la science ne sait pas ou ne peut pas encore expliquer. Ainsi, en 1751, la Sorbonne, dominée par l'Église, le somme de se rétracter pour avoir proposé un âge de la Terre de 74 000 ans, alors que la Bible datait notre planète de 6 000 ans. De nos jours, cela laisse rêveur. On voyait justement, là, Jean-Jacques, la semaine dernière, j'évoquais les créationnistes qui reprennent aujourd'hui encore ces théories données par la Bible concernant l'âge de la Terre et que leur influence va jusqu'à ce que dans certains États des États-Unis et en Australie, cet enseignement est donné à concurrence des thèses scientifiques, ce qui est quand même absolument invraisemblable. Oui, je crois qu'on n'a pas fini de s'étonner de ce que l'ignorance... Alors, je vous laisse placer cela à un autre moment, mais ce qui est en exergue de notre revue Front laïque, une citation du baron d'Holbach, qui est un des philosophes des Lumières, justement, la peur et l'ignorance ont créé les dieux, ça reste un adage éternel, on peut dire.
Et l'ignorance, effectivement, fait du mal. C'est ce que je disais au début de mon propos. Donc, cette constance à rechercher dans la nature des lois et à les énoncer sera aussi un élément important dans la constitution d'une philosophie où le concept d'individualité prévaut, où l'individu a des droits basés sur d'autres valeurs que la tradition. Donc, je pense que c'est très important cette conception. Donc, c'est d'un côté la tradition, d'autre part la notion d'individu et des valeurs individuelles. On retrouve ce qui a été exposé lorsque nous avons abordé Épicure, la notion de nature et d'être proche de la nature et de ses lois. Donc là, les philosophes recherchent les lois naturelles. L'individu pense, cogito ergo sum de Descartes, c'est-à-dire je pense donc je suis. On a tous appris ça à l'école. Descartes a son raisonnement, l'homme a son raisonnement, il n'est plus sous le seul joug des us et coutumes. John Locke affirme que le droit de propriété n'est pas familial, mais individuel, et légitimé par le travail et protégé face à autrui. Je crois que cette notion est importante aussi, puisque elle reste toujours en vigueur de nos jours. Avec ces notions de droit naturel et de loi naturelle, on s'ouvre vers des domaines nouveaux que sont l'économie et la politique. Donc nous voici revenus à la nature que le monde du XVIIe et XVIIIe siècle connaît mieux que les anciens. Les bateaux, les voies maritimes ouvrent des échanges avec le monde et les deux Indes. Donc les Indes de l'Est et les Indes Amérique. L'Amérique est un creuset de rêves autant que source de profit. Les arts musicaux ou littéraires se servent de ces lointaines contrées pour exposer des idées nouvelles. La Turquie, la Perse, les Indes sont les thèmes utilisés par Rameau, donc quand il parle des Indes, quand il nomme donc son opéra Les Indes galantes, mais aussi chez Montesquieu ou chez Molière, ou le turc ou le persan, les lettres persanes de Montesquieu. Donc cela évite de se faire taper sur les doigts ou embastiller, mais pas toujours. Il y en a pas mal qui vont passer, ces philosophes qui vont passer du temps à l'ombre pour certains. Et comme ce qui est interdit attire la curiosité, la bonne société recherche ces idées nouvelles et réprouvées par l'Église et le pouvoir royal. Donc cette démarche de recherche des lois naturelles va avoir une figure idéale dans l'encyclopédie de d'Alembert Diderot. Donc cette encyclopédie qui se veut rassembler tous les savoirs du moment et donc collationner tout ce que l'homme sait. Donc les sciences, bien sûr, les observations. L'intellectuel engagé, notion de notre époque, cette notion d'intellectuel engagé, est alors l'honnête homme qui s'occupe à démasquer les erreurs et qui agit en tout par raison, selon Diderot. Mais le rationalisme des Lumières n'exclut pas le sentiment. Rigueur et sensibilité amènent les philosophes à réprouver le fléau de cette époque, l'asservissement, des Noirs en particulier. Parmi les figures des Lumières à avoir critiqué l'esclavage et la colonisation, on cite Montesquieu, Diderot, Voltaire, Guillaume Thomas Raynal, l'abbé Raynal, D'Holbach, le baron d'Holbach. Ce courant d'une pensée qui évolue se situe dans une période où les pouvoirs princiers royaux vont se rigidifier et où les dogmes religieux vont aider à cette sclérose. Les religieux vont développer une foi traditionnaliste et face à cela va se développer un mouvement anticlérical qui critique les divergences entre théories religieuses et pratiques religieuses. Ces courants de pensée n'atteignent pourtant pas les couches profondes de la société, rurale encore. Mais les hommes voyagent et un Jefferson ou un Benjamin Franklin viennent en Europe, vivent en Europe d'ailleurs pendant un temps, rencontrent des philosophes, Voltaire, Diderot, ou aussi parfois des aristocrates ou des princes protègent certains d'entre eux ou les sortent de prison. Voltaire et Diderot iront l'un,
conseiller le roi de Prusse Frédéric et Diderot Catherine II, mais ils se fâcheront. Les uns et les autres, ils se fâcheront. Les philosophes luttaient parfois contre un pouvoir royal autoritaire, espérant faire évoluer les princes vers des monarchies constitutionnelles ou éclairées, c'est-à-dire avec un contrat social. Toutefois, leur lutte principale, c'était contre l'intolérance religieuse, contre les chasses aux sorcières des églises, de l'Église et des protestants aussi. Les fanatismes religieux brûlant, tuant, torturant ceux qui n'étaient pas conformes au dogme ont fait l'objet de combats, en particulier Voltaire, souvenez-vous de l'affaire Calas ou du Chevalier de la Barre. Chevalier de la Barre pour lequel nous aurons peut-être un jour un film à vous proposer, Les 3 vies du Chevalier. Seul Rousseau, lui, revendiquera constamment l'égalité politique qui sera plus tard l'idéal révolutionnaire. Alors je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous citer quelques noms des philosophes, des représentants des Lumières en France en particulier, Pierre Bell, Émilie du Châtelet, Étienne Bonneau de Condillac, Nicolas Condorcet, Denis Diderot, d'Alembert, Olympe de Gouges, Vincent de Gournay, d'Holbach, Fontenelle, Helvétius, Lafayette, Antoine Laurent de Lavoisier, Lamétrie, Louis de Jaucourt, Marmontel, Moreau de Maupertuis, Montesquieu, François Quesnay, Destutt de Tracy, Robert-Jacques Turgot, Voltaire, Buffon. Je m'arrête cette citation parce que d'abord l'heure arrive à sa fin, mon temps. Mais je voudrais évoquer le rôle quand même des salons d'une part de l'époque. Les dames, il était de bon ton chez les aristocrates d'avoir des salons où l'on recevait, où l'on parlait. Les loges maçonniques aussi, il ne faut pas oublier que les constitutions d'Anderson datent de 1723. Le rôle aussi de la presse avec Théophraste Renaudot, donc qui est le premier gazetier, si on peut dire. Donc la presse qui sera très surveillée. Et je continuerai donc mon propos la semaine prochaine en abordant la période révolutionnaire, plus précisément. Passionnant, Jean-Jacques. Effectivement, je crois que c'est très très important de comprendre comment dans cette évolution de la pensée humaine, à différents moments de l'histoire, on l'a déjà vu donc avec Aristote, avec Épicure dans l'Antiquité, les Bruno et compagnie après au XVIe siècle, et puis donc les Lumières dont vient de parler Jean-Jacques, comment la recherche des lois de la nature s'est opposée à ce qui dominait alors à l'époque, donc les dogmes, les vérités révélées, qui contre toute découvertes scientifiques se sont régulièrement opposées, et on le verra jusqu'à des périodes tout à fait actuelles, même récentes, où on peut dire ça continue. Donc, bien évidemment, nous reviendrons sur tous ces éléments plus récents dès la semaine prochaine avec la période révolutionnaire. Donc, à tous nos auditeurs, écoutez, à la semaine prochaine. Et puis, en attendant, retrouvez-nous sur le site lpdordogne.fr où vous retrouverez l'enregistrement de cette émission et les références bibliographiques. Merci et au revoir. Voilà, c'était les libres penseurs du groupe Fred Zeller. Messieurs, merci beaucoup et au revoir. Au revoir et merci.